L'Europe devient de plus en plus une plaque tournante du commerce de la coke. Et c'est bien le port d'Anvers qui reste son entrée clé, avec un nouveau record de presque 90 tonnes saisies en 2021. Des sommes colossales sont en jeu, ce qui peut encore expliquer les traces laissées par une trentaine d'attaques à Anvers en un seul été de l'année 2022. Mais le problème ne s'arrête pas au port d'Anvers. Les grandes métropoles risquent de subir le même sort. Comme bourgmestre de Bruxelles, je suis inquiet. Ce qui se passe à Anvers peut arriver à Bruxelles. Ce qui se passe à Anvers ne va pas s'arrêter au port d'Anvers. En effet, Bruxelles a été le théâtre de 22 fusillades au cours du premier semestre de cette année. Le nom d'une commune est souvent revenu à la une. De nouveaux échanges de tirs dans la commune de Molenbeek, ce n'est pas une première. Les autorités locales sont conscientes de ce problème. Mais il n'y a pas que le tristement célèbre Molenbeek. La violence continue d'augmenter, par extension, dans tout le Grand Bruxelles. Il y a vraiment beaucoup de communes qui sont concernées. Il ne faut vraiment pas stigmatiser, ça n'a rien à voir. La plupart de ces faits sont liés à des règlements de compte environnementaux de la vente de stupéfiants. Entre janvier et juin, 22 fusillades ont été recensées sur toute la région. La grande majorité est liée au trafic de drogue. Toutefois, des cas isolés peuvent apparaître, telle une vengeance entre deux Albanais. Effectivement, une fusillade a eu lieu en juin 2022, dans le centre-ville de Bruxelles. Erion H. a reçu 6 balles dans le dos, puis a été transporté à l'hôpital. L'un des suspects, Noga K., a été arrêté peu de temps après à Vienne en Autriche. Il apparaît que les deux hommes sont en querelle depuis 20 ans. Tout aurait commencé lorsque Noga, accompagné de Julian C., aurait tué Akif H., le père d'Erion. C'était en 2000, dans un sanatorium albanais. La riposte aura lieu en 2002, dans un café à Anvers, lorsque Erion et son frère Geron ouvrent le feu sur Noga et son ami Julian. Ce dernier est décédé. Noga s'enfuit pour revenir et terminer sa vengeance 2 décennies plus tard dans les rues bruxelloises. Ce qui est clair, c'est que malgré les luttes de bandits locaux, ce sont bien des organisations criminelles internationales qui ont trouvé refuge à Bruxelles. La nature du monde de la drogue a changé. Nous pouvons certainement traiter avec de petits dealers de rue, mais cela va beaucoup plus loin. Nous sommes en octobre 2021, à l'aube, vers 5 heures du matin. 1100 hommes d'unités spéciales et des forces de police sont déployés dans divers quartiers de la métropole et ses environs. 114 perquisitions sont effectuées, ayant pour objectif principal de démanteler un réseau international qui distribue de la drogue depuis la Belgique vers toute l'Europe. 64 personnes sont arrêtées, principalement des Albanais, mais aussi quelques chimistes colombiens. Cela montre qu'il y a des criminels de la drogue sur notre territoire qui viennent directement d'Amérique latine. Nous avons toujours pensé que les narcos étaient en Amérique latine, mais ils sont aussi ici. L'enquête approfondie a duré plus de 1300 jours, plus de 3 ans et demi donc. Grâce aux indices fournis via l'interception de communications cryptées, telles que EncroChat ou SkyECC, cela a permis de frapper fort sur ce réseau albanais, en confisquant des voitures de luxe, de l'argent et en découvrant 6 laboratoires d'extraction. Ce groupe de criminels, basé en grande partie à Bruxelles, est chargé de recevoir la cocaïne, de l'extraire et de la reconditionner dans des laboratoires belges. Après cette opération, les coursiers se chargent de la distribution dans le reste de l'Europe. Les autorités supposent qu'au moins 1 tonne de coke sortait alors chaque semaine des laboratoires bruxellois. Nous découvrons un nouveau monde criminel sur tout le territoire bruxellois qui jusqu'ici avait réussi à rester en grande partie discret. Mais Bruxelles, qui joue un rôle de hub logistique du marché européen de la drogue, ne serait pas seulement sous la mainmise des clans albanais. En effet, ceux-ci auraient travaillé dans une alliance avec la mafia italienne calabraise 'Ndrangheta, qui était restée dans l'ombre durant l'opération. De plus, parmi les suspects figurent aussi des membres de la Mokro Mafia. Pour résumer, le réseau fonctionnait comme un syndicat du crime, avec différents partenaires et sous-traitants en fonction des besoins. Et à l'opposé de ce qui est dit dans la presse en regard des luttes de territoire à Bruxelles, il apparaît que les plus grands parrains collaborent bel et bien et main dans la main, peu importe leur nationalité.
Ce n'est pas une seule mafia qui dirige tout de A à Z. Non, c'est aujourd'hui plus complexe. C'est une association entre mafias avec chacun sa spécialité. Par exemple, une mafia italienne qui achète la drogue dans les pays sources, une mafia albanophone qui récupère les cargaisons au port d'Anvers, des Colombiens qui transforment la cocaïne ici en Europe et puis des personnes qui aident à blanchir l'argent. Il ressort que parmi les interpellés figurait également Abdelwahab G, d'origine algérienne. L'homme de 55 ans était une épine dans le pied de la justice depuis de nombreuses années, avec ses nombreux acquittements. D'abord dans une affaire de drogue, lorsque son gang a fait passer 4 tonnes de blanche de Colombie par avion. Lors de la procédure, il a été mis en lumière qu'une écoute téléphonique avait été installée illégalement, ce qui a rendu les poursuites irrecevables. Par ailleurs, Abdelwahab a été condamné en Italie, dans un autre trafic de drogue. Il a été libéré après 2 ans de détention, pour un vice de procédure. C'est sûrement là-bas qu'il a commencé à créer ses liens étroits avec la mafia italienne. Désormais, grâce à l'opération Sky ECC, il y aurait suffisamment de preuves pour le mettre en cause. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le réseau aurait aussi quelques meurtres sur la conscience. Il y a des vidéos de personnes décapitées et de corps démembrés. En termes d'horreur, le groupe n'est pas inférieur à l'organisation Groupe État islamique en Syrie. Grâce au cryptophone déchiffré, au moins 8 meurtres ont été commis, dont un en Belgique. Le 27 novembre 2020, un Albanais, Ardit S, a été criblé d'au moins 8 balles à Molenbeek. Et cette liquidation ferait partie d'une querelle entre 2 clans familiaux qui se disputent le contrôle du trafic de drogue dans plusieurs villes européennes, dont Bruxelles et ses environs. Ce qui a même résulté en une dizaine de représailles à la source en Albanie. En effet, Ardit S est bien Arjen Spahiou, qui fait partie du clan albanais géré par son beau-frère Erjon Ali Bey sous le pseudonyme de Krimi. Ce dernier serait en guerre avec un autre clan dirigé par des frères, l'un étant Haydar Bey, connu sous le nom de Chopia. Ces 2 protagonistes se sont affrontés pour s'éliminer en n'épargnant rien de leurs propres réserves financières, amassées grâce au trafic de coke. Et l'homme qui était soupçonné de liquidation effectuée en Belgique est bien l'un des assassins les plus dangereux d'Albanie, Nourdine Doumani. Ce dernier a avoué qu'il entretenait des contacts avec ces 2 groupes rivaux de la ville de Elbasan, dans le centre de l'Albanie. Jusqu'à un renversement de la situation qui a poussé Nourdine à choisir son camp. En effet, Nourdine était un ami proche d'un autre tueur à gages bien connu, Talo Cella. En 2019, après ma sortie de prison, j'ai eu un conflit avec Talo Cella. Nourdine, qui se sentait utilisé par Talo dans une affaire de liquidation, a décidé de prendre sa propre voie parmi la pègre. Et comme Talo était un soldat d'Ethiopia, le choix de rejoindre les Krimis semblait le plus logique. Arjen Spahiou, qui a été tué en Belgique, était sur la liste à exécuter par les frères Chopia, qui sont les financiers. Talo Cella m'a dit que si j'effectuais le meurtre d'Arjen Spahiou, il me donnerait 300 000 €. Toutefois, Nourdine passait chaque information qu'il recevait concernant les contrats placés sur les têtes des membres du groupe Krimi directement à Arjen Spahiou. C'était une manière de vérifier sa loyauté envers sa nouvelle équipe. Nourdine aurait même reçu l'offre d'environ 2 millions d'euros pour faire exploser un palais où se trouvait Ali Bey. Il avait également passé cette information à Ariane. Finalement, Ariane, qui était convaincu de la sincérité de Nourdine, a demandé à ce dernier de coopérer et d'unir leurs forces face à un adversaire commun. Nourdine a reçu un plan de purge, avec une liste de noms ayant participé aux différents meurtres commis sur l'équipe d'Ali Bey. Il aurait même commandité l'assassinat du frère de Talo en septembre 2020. Toutefois, cela aurait été fait en pure vengeance, car Nourdine soupçonnait Talo d'être à l'origine d'un meurtre commis sur un ami quelques jours avant. 2 mois après cette élimination, Ariane sera liquidée à Bruxelles. Finalement, les anciens patrons de Nourdine ne se laisseront pas faire, car lorsque Talo a pris connaissance du plan de prochain assassinat, une embuscade a été tendue à Nourdine le 29 mars 2022. Une BMW X5 a essuyé plus de 20 tirs, mais le tueur à gages Nourdine a miraculeusement survécu. Ce dernier se fera arrêter le jour même, alors qu'il se faisait soigner ses blessures.
Et c'est pour cette raison que Nourdine a été lié au meurtre de Molenbeek, étant donné qu'il s'agit de la même guerre. Nous savions déjà que le port d'Anvers est le plus grand port d'importation de cocaïne, mais nous voyons maintenant clairement que la mafia est active dans tout le pays et qu'elle étend ses activités à Bruxelles. Ces propos auront encore plus de sens lorsqu'une nouvelle descente de police a lieu, en février 2022, encore une fois contre une organisation albanaise. 49 maisons perquisitionnées, dont 30 dans la seule zone de Bruxelles. Aujourd'hui, ce qui était visé, c'était surtout le démantèlement d'un réseau. Ce sont des mafias qui viennent de l'Est, mais qui ont des contacts importants avec l'Amérique du Sud et aussi avec les mafias du Sud de l'Europe. Cette opération était réalisée dans le cadre d'une enquête beaucoup plus large, impliquant plusieurs pays, dont l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne, ces trois étant les plus ciblés. L'enquête a été initiée aux alentours de 2017, en Espagne, grâce à un tuyau de l'agence américaine antidrogue DEA, qui s'est penché sur un groupe qui importait de la drogue de Colombie vers la Catalogne. L'intérêt de la piste s'est accru en 2020, avec une découverte de larges quantités de produits chimiques en Belgique, qui aurait à nouveau joué le rôle de centre de distribution à l'échelle européenne. Néanmoins, c'est bien en Espagne que les importants bénéfices ont été investis. L'opération a été baptisée Casino Fontoxia. Une figure clé serait Bashkim Osmani, un homme d'affaires notoire d'Allemagne. Il a été arrêté en Croatie avant d'être extradé vers Majorque, l'épicentre de ce réseau comptant 35 millions d'euros blanchis via l'immobilier et différents investissements. Sans oublier que 86 œuvres d'art ont été saisies lors d'un raid sur la villa d'Osmani. Cette organisation aurait des liens étroits avec des clans mafieux de Hambourg. Ce qui peut expliquer pourquoi les enquêteurs ont fouillé plusieurs appartements dans cette ville, car Osmani y avait grandi. En effet, la famille d'Osmani est arrivée à Hambourg dans les années 70, et c'est à partir de là qu'il s'est enrichi considérablement. Les autorités ne sont jamais parvenues à trouver quoi que ce soit d'illégal dans leur empire estimé à une centaine de millions d'euros, à part une condamnation pour abus de confiance en 2008. Le succès d'Osmani serait en grande partie dû à son brillant agenda. Je n'aurais jamais eu autant de succès si je n'avais pas eu d'aussi bonnes relations avec la politique allemande. En effet, ce dernier avait acheté les bâtiments d'une rue entière à Hambourg, directement à l'État allemand, et avait rénové plus de 200 appartements. J'ai eu de la chance. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 15 à 20% dans les 2 années suivantes. Mais sa chance ne durera pas infiniment. Lorsque dans l'opération, devenue mondiale, Casino Fontoxia, même le FBI a envoyé leurs agents sur le terrain. Cela n'est pas étonnant, étant donné que Majorque était un haut lieu pour les criminels. En effet, au moins 10 réunions y eurent lieu en 5 ans, rassemblant différentes personnalités de la pègre, liées à la mafia italienne et aux Balkans. Le but de ces réunions serait de diviser les territoires européens entre les différents clans. En ce qui concerne le parrain présumé Osmani, il a été libéré en juin 2022, sous certaines conditions, après avoir payé une caution de 400 000 euros. Retour en Belgique, la violence qui augmente serait désormais attribuée